Ça va commencer. Euh, Je peux aller? Monsieur Aurel? Monsieur Aurel? Ok. ouais, mais je te la parole, tu peux commencer. Tu m'entends? Ah oui, bon, on vous avait perdu il y a de cela quelques secondes. C'est bon. Ok, ok, donc si tu peux Alors, parler. principalement de la et de la séance précédente, ce que j'ai retenu, c'est lorsqu'on parle, il y a la première impression que les gens ont quand on parle d'intelligence artificielle, c'est les modèles de langage, à savoir les chats DTP et DeepSeek, Copilot. À la suite de ça, quand on parle de et, intelligence artificielle, c'est plus une question d'automatisation, d'un système d'automatisation d'action de tâches et de tout ceci. Et pour finir, les principaux facteurs de la révolution dans ce sens, dans l'intelligence artificielle, il s'agit principalement des big data, des masses de données et de la puissance de calcul et ensuite les algorithmes derrière ça. Il inclut le deep learning et le machine learning. Super. Merci beaucoup pour ton accord. Donc, je crois que qu'on va débuter la séance d'aujourd'hui. Ok. Donc, d'après le plan que j'avais un peu préparé pour la formation, donc ça peut, au cours de la seconde séance, en fait, j'avais prévu qu'on entre un peu plus en profondeur, en fait, par rapport à tout ce qui est lié aux modèles qui sont développés et tout. Donc, la première séance, il a été question de généralité. Donc là, on va entrer dans le vif du sujet et voir un peu comment ça se passe et dans quelles circonstances on peut utiliser un algo donné ou construire un certain algo, en fait, et comment c'est toujours orienté à objectif ou résolution de problèmes. Très bien. Donc, typiquement, je pense, quel que soit le domaine, pour pouvoir, je dirais, atteindre un objectif, il y a toujours une planification qui est établie, en fait. Ou encore, quand on veut construire un artefact, il y a toujours des étapes, en fait, à suivre, en fait, pour pouvoir euh, aboutir à l'artefact, en fait. Donc, c'est un peu pareil en machine learning. Parce que comme je l'ai mentionné, en fait, au cœur de tout ce qui est modèle IA, en fait, et tout ce qu'on peut observer comme révolution aujourd'hui, c'est typiquement, en fait, les algorithmes d'apprentissage, en fait, qui se reposent sur les données, en fait, pour pouvoir apprendre à réaliser des tâches ou encore à découvrir des patterns qui sont cachés. Donc, quand on veut parler d'algo de machine learning, en fait, il y a essentiellement, euh, je dirais, quatre éléments. Le premier ingrédient, en fait, qui est indispensable, ce sont les données, en fait. Les données. Et en fonction du problème que vous voulez résoudre, la première question sera, c'est quoi le type de données dont vous aurez besoin, en fait, pour pouvoir développer votre modèle, en fait, et ou encore, et ensuite, après avoir déterminé le, la donnée qui sera exploitée, en fait, il sera question maintenant de identifier le modèle, en fait. Donc là, il est question de l'algorithme de machine learning qui sera utilisé. Ça peut être un algo de, de, de learning globalement ou encore un modèle qui se repose sur les réseaux de neurones. Et là, vous serez dans le cadre de modèles de deep learning. Très bien. Maintenant, lorsque vous avez la donnée et vous avez l'algorithme, c'est juste les deux premières étapes. La donnée après l'algo à passe ne servent à rien de façon indépendante en fait. Donc, il faut mettre un mécanisme pour pouvoir euh,
et de pouvoir apprendre en fait les patterns qui sont dans la donnée à partir de l'algorithme en fait. Et c'est là on parle de la phase d'entraînement en fait, durant laquelle on essaye d'optimiser euh, certaines fonctions en fait pour que le modèle puisse un tant soit peu s'immerger en fait de la connaissance qu'il y a dans la donnée et pouvoir apprendre et réaliser la tâche pour laquelle on est en train de la concevoir. Et la dernière phase, c'est généralement la phase d'évaluation où on essaye de mesurer en fait à quel point le modèle qui a été conçu est performant, euh, à quel point il généralise bien et tous ces paramètres. Maintenant, c'est quoi typiquement les méthodes d'apprentissage? Parce qu'on a parlé de, de données, de modèles, d'algorithmes, en fait, c'est la méthode d'apprentissage. Maintenant, on va un peu toucher à cette question. C'est quoi les méthodes d'apprentissage typiquement quand on est en machine learning? Et il y en a principalement trois grandes. À partir de cela, vous pourrez typiquement aboutir à n'importe quelle autre méthode d'apprentissage que je ne verrai peut-être pas ici. Donc, le tout premier, c'est la méthode d'apprentissage supervisée, en fait. Et c'est un mot dans lequel, euh, en termes d'analogie, c'est comme si vous étiez en train d'apprendre avec un professeur, où, en fait, genre, vous avez l'exercice et la réponse, en fait, et vous cherchez à faire un mapping, en fait. Vous avez aussi le deuxième type d'algo, il s'agit là des algos non supervisés, en fait, où là, c'est que vous partez, en fait, de l'ensemble de données, vous essayez de découvrir les patterns qui sont cachés, en fait, sans aucune supervision. Et le troisième type, ce sont les algorithmes d'apprentissage par renforcement, ou en termes d'analogie, on parle d'apprentissage par essai-erreur, où genre, il y a un goal à atteindre, et vous faites des actions, en fait, et en fonction de la précision de l'action qui est faite, en fait, vous avez soit un retour positif ou un retour négatif, et en fonction de ça, vous vous améliorez, en fait. Donc, en dehors de cela, vous pouvez parfois lire dans certaines documentations où on parle d'apprentissage semi-supervisé, en fait. C'est encore un autre mode où c'est juste à l'intersection des méthodes euh, d'apprentissage supervisé et non supervisé, en fait, où typiquement vous avez la donnée qui est étiquetée, en fait, et une autre donnée qui ne l'est peut-être pas, en fait. Donc, vous n'avez pas, en fait, euh, les étiquettes, en fait, ou les labels, en fait, pour toute la base de données. Et vous êtes censé partir de ce petit corpus-là et générer, en fait, les labels, en fait, pour l'autre masse de données, en fait, de manière itérative jusqu'à ce que vous entraînez votre modèle et qu'il atteigne de bonnes performances sur l'ensemble de données globalement. Donc, dans la suite, on ira un peu plus en détail, en profondeur, en fait, par rapport à tous ces méthodes d'apprentissage, en fait, de quoi il s'agit concrètement, en fait, et comment on s'y prend avec, et c'est quoi les méthodes ou les modèles que vous pouvez, en fait, exploiter en fonction de chaque famille. Donc, typiquement, euh, la construction d'un modèle en apprentissage supervisé repose sur trois piliers, en fait. Et ça commence toujours par la donnée, en fait, qui n'est rien d'autre qu'un ensemble d'exemples étiquetés ici. Typiquement, je prends le cadre où euh, on a peut-être des données d'image où on a peut-être recueilli des données sur des patients qui sont diabétiques et non diabétiques, en fait. Donc, vous avez les caractéristiques, les variables qui caractérisent l'individu. Et d'un côté, vous avez en fait la maladie qui vous intéresse, en fait, qui est peut-être présence ou absence de la maladie, en fait. Ou encore, dans un scénario où vous avez peut-être une masse d'image, en fait, et vous avez les étiquettes qui sont associées, notamment peut-être une table, une chaise, une télévision, une coude, ainsi de suite, et vous voulez essayer de les identifier. Donc, après, la donnée qui est constituée de caractéristiques et d'étiquettes, en fait, vous avez ensuite la fonction objective, en fait. Et la fonction objective, ici, elle est très capitale parce que c'est elle qui vous permet d'optimiser en fait ce que le réseau apprend
et de pouvoir aboutir à un modèle qui est typiquement sur la tâche que vous êtes en train de vouloir effectuer, en fait. Donc, typiquement, on parle de fonction de perte ou de coût et elle quantifie l'erreur entre les prédictions que votre modèle effectue, en fait, et la valeur réelle. Donc, typiquement, quand on parle d'apprentissage, c'est qu'on essaye de faire quoi? De minimiser cette fonction-là jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'on aboutisse à une configuration où on a de bonnes performances en fait de génération sur la tâche qu'on est en train de effectuer. Voilà. Donc, on parle de modèle et de fonction. Donc, typiquement, il y a des hypothèses qu'on fait en fait sur la classe de modèle qui sera utilisée en fait pour approcher notre problème. Ouais. Vous pouvez dans un cadre où vous allez vous dire, typiquement, je pense que une approche linéaire sera suffisante pour pouvoir apprendre la tâche que je suis en train de vouloir effectuer en fait. Et donc, j'essaye d'approcher mon problème par une fonction linéaire ou ainsi de suite. Donc, quand on parle d'hypothèse, c'est l'ensemble des biais inductifs en fait que vous avez par rapport au problème que vous êtes en train de vouloir traiter. Donc, ce sont les hypothèses préalables sur la forme du modèle et des relations dans les données. Donc, ces hypothèses concernent le choix de l'algorithme d'apprentissage et toute préconception sur la distribution des données. Donc, c'est cette hypothèse-là qui dirige l'espace de recherche des solutions possibles et influence directement la capacité du modèle à apprendre et à généraliser. Donc, typiquement, c'est quoi le formalisme? Si on veut un peu mettre, si on veut mettre en fait un formalisme assez rigoureux, on va parler des observations en fait, une scène où on a un individu en fait, et ici, chaque X ici est peut-être un ensemble de caractéristiques. Chaque individu est caractérisé par un ensemble de features en fait ou de variables. Donc, qui permet de définir l'espace d'observation et après les étiquettes qui sont associées en fait correspondant. Et l'objectif typiquement c'est de trouver cette fonction-là qui vous permet d'approcher au mieux en fait les étiquettes en fait, donc les étiquettes. Oh oui, oui, il y a eu quelques bridages avant. Ah oui. Ok, ok. Super, super. Donc, dans le cadre, il s'agit d'un problème de régression lorsque votre variable, en fait, a prédit est naturellement continue, en fait. Donc, ça appartient à R, c'est quantitatif typiquement. Il s'agira typiquement d'un problème de classification lorsque vous êtes en train de gérer, en fait, un problème où la variable a prédit, elle est catégorielle, en fait. Donc, parfois, la variable prédit peut être quantitative, mais distraite avec pas trop de modalités. Donc, vous dites, OK, je teste les deux approches pour voir si un algo de classification ne va pas marcher dans ce cas dans ce scénario. Donc, j'ai parlé de biais inductif, j'ai parlé d'espace de solution et tout. Donc, généralement, comment choisir la fonction f dans l'ensemble la fonction f en fait qui sera utilisée en fait pour pouvoir essayer de faire un mapping entre l'espace des caractéristiques et l'espace des étiquettes en fait de la variable après ici. J'ai parlé des biais inductifs en fait donc, sur la classe de modèle et aussi à travers la limitation de la fonction ou la fonction de en fait, à travers le risque empirique. Donc, c'est que votre fonction, la fonction qui va vous permettre de faire le mapping, elle est soit linéaire ou soit c'est qu'elle sera non linéaire. Donc, compte tenu des connaissances que vous avez sur le problème que vous êtes en train de gérer, en fait, vous vous direz, OK, je pense que une approche linéaire sera suffisante pour ce modèle, pour pouvoir faire ce mapping, ou soit une approche linéaire ne sera pas suffisante et je vais aller vers une approche, en fait, qui me permet d'inclure de la non-linéarité, en fait, pour pouvoir apprendre des fonctions de classe plus élevées. Donc, il y a ces alternatives
Maintenant, parfois, l'autre chose qui peut aussi vous guider sur la forme de la fonction sera aussi euh, le budget, les ressources que vous avez à votre disposition, en fait. Peut-être vous êtes dans un setting où, genre, euh, pour pouvoir acquérir de la donnée, en fait, c'est difficile, en fait. Donc, et il est plus judicieux d'avoir un modèle qui est parcimonieux, en fait, avec moins de caractéristiques. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent parfois guider, en fait, le choix du type de mapping que vous allez choisir, en fait, pour résoudre votre problème. Quand vous êtes dans le Bon, moi, j'arrive pas à cas entendre. Je sais pas, est-ce que c'est mon problème? de problème de classification, Ok. ok. Oh, ça, c'est pas facile. Là, Oui, oui, maintenant je ressors. Ok. là, parce que j'avais pas parlé, hein, parce que genre, la diapo je l'ai en fait, puisque il me fallait. Donc, quand vous êtes dans le cadre de problèmes de classification, en fait, là, vous avez toujours euh, le choix entre une fonction qui vous permet de déterminer en fait une frontière de décision qui sera linéaire ou non linéaire. Mais là, vous avez encore un peu plus de flexibilité en fait en fonction des sites algorithmes, en fait, pas par la forme que la frontière de décision aura en fait. Donc, genre, si vous décidez d'aller avec un algo linéaire, vous aurez une frontière de décision qui va permettre de séparer les classes qui sera typiquement linéaire, comme dans le cadre de la régression ou du linéaire SVM ici, comme vous pouvez le voir. Ou, mais si vous allez sur les autres modèles, typiquement, vous allez aboutir à des zones de décision qui ont une forme, voilà, non linéaire ou non régulière, en fait. Et, et qui vont vous donner plus de flexibilité et tout, au risque de parfois tomber dans ce qu'on peut qualifier de surajustement, en fait. Donc, voilà un peu le concept de la donnée. Quel type de fonction pourrait approcher ce problème, en fait? Si vous connaissez bien la distribution de la donnée, vous pouvez dire, OK, je pense que dans l'approche, dans le cadre, genre, un mapping linéaire sera suffisant. Et si vous n'avez aucune idée, vous pouvez juste choisir de faire du brute force ou tester le maximum d'algorithmes et vous regardez ce qui vous permet d'aboutir aux bonnes performances, en fait, typiquement. Donc, on a parlé de fonctions coût, en fait, qui permet généralement d'entraîner le modèle, en fait, et de- de- d'effectuer aussi l'évaluation du modèle, en fait. Donc, typiquement, le choix de la fonction de coût, comme on a dit, dépend de la nature du problème et des données. Donc, on distingue typiquement deux fonctions de coût quadratiques que vous allez utiliser ou encore l'erreur absolue. Donc, si vous remarquez bien, c'est toujours des fonctions de distance en fait entre la vraie étiquette que vous avez et les prédictions que le modèle a effectuées en fait. Donc, en fonction du choix Aurel, de fonction. Ouais, s'il oui, te plaît, il y a, je ouais. pense, quelques soucis de connexion. Est-ce que tu peux peut-être fermer la vidéo comme ça, peut-être que Oh, ça sera beaucoup plus fluide. Est-ce que ça crache un peu? ok. Ok. Génial. Ok, ok, super. D'accord. Donc, je disais, typiquement, les fonctions coûts, ce sont généralement des fonctions en fait
vous pouvez les voir comme des fonctions qui permettent de calculer la distance entre genre, votre variable à prédire et les prédictions que le modèle euh, a effectuées. Donc, en fonction du modèle que vous allez, en fonction de la fonction coût que vous allez choisir, vous allez, soit accorder plus d'importance, en fait, aux amplitudes, en fait, aux erreurs de grosse taille, en fait, et minimiser, en fait, et négliger tant soit peu les petites distances, ou soit prendre en compte, genre, accorder également autant d'importance aux distances de faible amplitude comparées à ceux de grande amplitude, en fait. Donc, parfois, vous pouvez jouer avec les fonctions coût, parce que ça, et bon, en fait, voilà. C'est quoi celui qui va me permettre d'aboutir et un peu des performances. Et généralement, on utilise en fait le classique parce que ça a beaucoup plus de bonnes propriétés en termes d'optimisation, en fait, typiquement. Donc, du côté, quand vous êtes dans le cadre d'un problème de classification, là, typiquement, on a la cross-entropie, l'entropie croisée qui est utilisée, ou encore la règle du loss, mais on ne se limite pas à ça. Il y a aussi d'autres fonctions de cours qui vous permettent d'impulser, en fait, certaines propriétés, en fait, que vous désirez directement durant l'étape d'entraînement. En fait, il y a aussi d'autres fonctions de cours qui vont permettre de résoudre le problème d'état une balance qui peut parfois survenir dans les problèmes de classification où certaines classes sont surreprésentées par rapport à d'autres. Donc, le choix de la fonction coût pour entraîner le modèle est parfois assez capital. Très bien. Donc, lorsque vous choisissez, vous avez votre donnée, votre modèle, la méthode, je dis encore la méthode, la fonction coût que vous utilisez pour faire l'optimisation du modèle, pour effectuer l'apprentissage, et que vous finissez, vous faites l'évaluation, vous pouvez tomber dans plusieurs scénarios, en fait. Soit vous serez sujet, en fait, à un sous-ajustement, en fait, où le modèle est pas du tout performant sur la donnée test, et ce qui indique généralement directement que la classe d'hypothèse que vous avez choisie ou le bien inductif que vous avez fait sur la forme de votre modèle n'est pas encore suffisante, ou encore que les caractéristiques que vous avez inclus dans votre modèle, en fait, pour effectuer la prédiction ne sont pas suffisantes. Donc, que le modèle est mal spécifié et donc il faut peut-être plus d'ingénierie pour créer de nouvelles variables ou collecter de nouvelles. Voilà. Donc, soit vous êtes dans ce scénario de sous-ajustement ou vous allez vous retrouver dans le scénario de surajustement. Et dans ce scénario-là, que vous pouvez voir ici, overfitting, c'est un scénario où, en fait, vous apprenez la fonction en fait, vous apprenez, en fait, genre la donnée d'entraînement par cœur. En fait, c'est comme si c'est une mémorisation. Et donc, durant la phase de test de génération, le modèle ne fonctionne pas bien parce que au lieu d'apprendre en fait, une forme qui n'est pas très compliquée, en fait, elle part en fait apprendre en fait une forme très compliquée. Donc, vous allez aboutir à une fonction un modèle qui performe très bien sur l'échantillon d'entraînement avec de parfaites prédictions, en fait, mais sur sur les données test, sur les données test, en fait, que vous allez utiliser pour évaluer le modèle, vous allez vous rendre compte que, bon, mon modèle, il n'est pas du tout bien. Donc, il y a ces scénarios qui peuvent survenir, en fait, lorsque vous êtes en train d'entraîner les modèles d'apprentissage supervisés. Voilà. Donc, on va parler des métriques d'évaluation. Il y en a plusieurs. Compte tenu du régime dans lequel vous êtes, vous allez voir cette métrique, en fait. Donc, en régression, vous avez votre mean square error, vous avez votre vous avez aussi root mean square error ou encore mean absolute error. Donc, si vous regardez ces métriques, c'est généralement lié à la fonction coût qui est entraînée, en fait. Et ça vous permet après de voir, en fait, la distance, en fait, qu'il y a entre les prédictions que vous avez faites sur votre donnée test et les vraies observations de l'échantillon de test. Donc, au niveau dans le régime de classification, là, par contre, vous avez
l'accuracy qui vous permet de voir, en fait, le nombre de bonnes précisions, en fait. Vous avez la métrique comme, les métriques comme recall précision qui vous permet de voir, en fait, le fonctionnement du modèle, en fait, sur tout ce qui est faux positif et une moyenne, je pense, genre, qui prend juste la moyenne entre le recall et la précision. Vous avez également les, les, les en dessous de la courbe ROC, en fait, qui permet de voir la capacité de prédiction du modèle, en fait. Vous avez aussi euh, sur la courbe précision recall, ainsi que la matrice de confusion qui vous permet d'avoir l'image globale en fait, du comportement du modèle, en fait, que ce soit les bonnes prédictions, les mauvaises prédictions, et également vous permet d'avoir des intuitions en fait, sur en fait, les directions que vous pouvez prendre en fait, pour mieux améliorer en fait, votre algorithme. Voilà. Donc, quand on parle d'évaluation, en fait, c'est qu'on est généralement dans certains cadres, en fait, typiquement. Donc, soit vous serez dans un scénario où vous dites, OK, bon, moi j'ai ma base de données, je fais du split, je fais le split en échantillon d'entraînement et de validation. En fait, lorsque vous êtes dans le cadre des algos de machine learning, en fait, ou soit vous serez dans le cadre des algos de deep learning, vous allez dire, OK, moi je fais le monitoring en fait, de l'entraînement durant l'entraînement du modèle. Donc, j'ai une partie qui sera dédiée à la validation durant la phase d'entraînement. Et après, un échantillon test qui ne sera pas et que le modèle ne verra pas en fait et que je vais utiliser pour tester les capacités de génération du modèle qui a été entraîné. Donc, il n'y a pas que le scénario de holdout. Vous pouvez également vous retrouver dans le cadre de la validation croisée. Et dans ce cadre précis, ce qui se fait, c'est que typiquement, vous avez votre base de données que vous échantillonnez en cas sous section, en fait, ou sous-ensemble, typiquement. Je suppose que K égale 10 ou 5. Et donc, vous entraînez le modèle sur 4, en fait. Sur le côté là, 5, c'est que vous entraînez le modèle sur 4 cinquièmes de la donnée et vous validez ça sur la cinquième partie, en fait. Mais ce que vous faites, c'est que vous faites une rotation, en fait, de la partie qui sera gardée pour la validation ou l'entraînement à chaque fois. Donc, durant la première phase, vous pouvez peut-être laisser le premier split et prendre les 4 derniers. Dans la seconde phase, vous laissez le deuxième split au milieu, en fait, et vous gardez les 4 pour entraîner pour la validation. Durant le troisième round, vous gardez le troisième split et vous utilisez les 4 pour l'entraînement jusqu'à ce que vous parcourez en fait toute la base de données. Ça vous permet de voir en fait la capacité de génération du modèle typiquement dans ce setting-là. Donc, généralement, on l'utilise lorsque la base de données n'est pas super large, en fait. Et en fait, pour voir vraiment est-ce que déjà dans ce régime, est-ce que le modèle fonctionne déjà bien, en fait. Parce que vous avez la possibilité de voir, en fait, les performances du modèle, en fait, typiquement sur toute la donnée, mais dans différents régimes lorsque vous changez l'échantillon sur lequel le modèle a été entraîné. Voilà. Donc, l'autre approche de validation, c'est celle où vous êtes dans le cas de leave one out, donc comme le nom l'indique, où chaque fois vous entraînez l'ensemble de données sur N-1 échantillon et vous faites la validation sur un échantillon, en fait. Donc là, c'est comme si vous parcourez, en fait, toute la base de données et chaque fois, vous laissez une observation et vous entraînez sur N-1. Donc, comme vous pouvez remarquer, ça sera très lourd parce que si vous avez une grosse base de données, là aussi, ça sera très coûteux. Supposons que vous avez une base de données qui est composée de 10 000 observations. Donc, typiquement, vous voyez un peu le nombre de modèles que vous allez entraîner, c'est colossal. Donc, typiquement, c'est l'approche que vous allez faire prioriser parce que la base de données n'est pas trop grande. Après, il y a la méthode du bootstrapping. Donc, là, en fait, contrairement en fait, à la méthode de validation croisée où vous avez des sous-ensembles en fait, qui sont indépendants, en fait, lorsque vous faites le split et que vous prenez 4, 1, en fait, dans le cas du bootstrapping, en fait, ce que vous faites, c'est que vous échantillonnez de manière aléatoire, en fait, un sous-ensemble dans votre base de données sur lequel vous entraînez le modèle et que vous validez maintenant sur, en fait, le reste, en fait, ce qui n'a pas été inclus, en fait.
Donc, c'est un peu genre la différence. Donc, ça, c'est les méthodes de validation qui sont généralement utilisées pour pouvoir effectuer l'évaluation, en fait, des modèles, en fait, et euh, avoir une idée de la capacité de généralisation, en fait, et des performances auxquelles on pourrait s'attendre lorsque le modèle sera utilisé en contexte réel. Très bien. Donc, si on entre dans la famille des algorithmes supervisés, pour citer quelques-uns, vous allez parler des algos de régression linéaire et logistique, en fait. Typiquement, quand vous rentrez également dans la famille des algos de régression linéaire, il y en a plusieurs qui peuvent être exploités, en fait, compte tenu de la complexité du problème que vous êtes en train de vouloir résoudre. Donc, typiquement, vous avez les algos de régression linéaire, genre, dans le cadre euh, standard, en fait, mais qui peuvent ne pas marcher, en fait. Donc, vous pouvez peut-être dire, OK, il y a d'autres variantes telles que la régression Ridge, lasso, en fait, ElasticNet, et en fait, qui imposent certains types de régularisation, en fait, euh, sur les paramètres du modèle, en fait, pour pouvoir éviter tout ce qui peut être lié, en fait, euh, à l'overfitting qui pourrait en fait survenir en fait quand le modèle est intervenu. Donc, s'il y a la version linéaire juste quand vous êtes dans le cadre de régression où la variable dépendante la variable prédit est continue, ou encore logistique lorsque la variable prédit est catégorielle en fait. Donc, un problème de classification. Dans l'ensemble des autres modèles que vous avez là, vous pouvez soit les utiliser pour de la régression ou de la classification. Il y a les versions en fait régression et les versions classification en fait. Et genre, dans la librairie scikit-learn, vous aurez une panoplie de données, de modèles en fait. Il y en a assez. Donc, en fonction du problème que vous avez en fait, il suffira juste de, soit vous maîtrisez très bien la distribution des données et vous pouvez avoir une idée de manière analytique ou empirique, ou théorique plutôt, voilà, du mapping qui sera idéal et donc vous choisissez le modèle comme ça. Ou soit vous entraînez l'ensemble des modèles que vous avez en fait. Donc, en dehors des modèles de régression qui sont généralement communs, vous avez le modèle de SVM en fait, qui se repose sur en fait les marges en fait pour pouvoir soit fait de la classification, fait de la régression. Vous avez l'algorithme de Kennen en fait, les cas voisins les plus proches où la prédiction est faite. Ça typiquement on parle de technique et non de méthode d'apprentissage parce que c'est juste de la similarité en fait entre les voisins les plus proches pour déduire la prédiction en fait, soit à travers de la moyenne quand vous êtes dans un problème de régression ou de la classification lorsque vous êtes, ou du majority voting lorsque vous êtes dans le cadre d'un problème de classification en fait. Vous avez également les algos de décision tree où typiquement là, ce qui se fait, c'est la construction d'arbres en fait de décision pour pouvoir prendre une certaine décision en fait. Donc l'arbre est construit en fonction des caractéristiques en fait qui contribuent le mieux euh, en fait à la prédiction qui veut être faite en fait. Et l'avantage de ce modèle, c'est qu'il est typiquement interprétable pour voir la trajectoire qui a été prise pour effectuer une certaine décision en suivant les différents feuilles de l'arbre. Et là, vous avez la de Random Forest qui est un peu plus robuste, qui est une méthode ensembliste, juste une méthode ensembliste qui fait juste la combinaison de plusieurs arbres de décision en fait pour euh, aboutir à de meilleures performances et à apprendre des fonctions beaucoup plus complexes que ce que l'algo de décision très juste peut prédire. Donc, vous avez également l'algo de boosting qui est également un algo d'ensemble, mais qui fonctionne de manière différente comparé à l'algo Random Forest, en fait. Dans ce sens où, lui, à chaque, il effectue, en fait, l'optimisation de l'ensemble de manière séquentielle, en fait. À la première itération, un arbre de décision est construit en fonction des erreurs qui sont faites par le modèle, en fait. La pondération des données, en fait, est mise à jour. Et en fait, genre, un autre après construit, en fait, de manière séquentielle, on construit les arbres jusqu'à ce que le modèle corrige la majorité des erreurs, en fait, qu'il effectue. Et après, il y a une agrégation qui est faite pour prendre la décision finale. Donc, et en dehors de ça, maintenant, vous avez les multi-layer perceptrons, en fait. Donc, vous pouvez les voir comme encore des algorithmes
des artificial neural network ou encore deep neural network, en fait, où là, vous avez des couches que vous utilisez. Si vous êtes dans le régime où vous utilisez une seule couche. Ok, tu as une question? Tu peux poser ta question? Oui, oui. Ouais, Au niveau de ces algorithmes, ouais. une fois entendu parler du bagging, c'est-à-dire une forme de bootstrap aggregate, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toujours dans le même cadre que, comment on appelle, du bootstrapping à grande échelle Ouais. ou bien comment ça fonctionne en fait? Mhm. En fait, la méthode bon, je n'ai pas mentionné ça ici, plutôt. Mais le bagging, en fait, en dehors, au contraire, hein, le bagging, contrairement, en fait, hein, au booting, en fait, n'est pas dans le régime séquentiel, en fait. Ce qui se fait, en fait, dans le cas du bagging, et c'est typiquement comme ça que l'algo de Random Forest est construit, en fait. C'est que, genre, les tables sont construits, en fait, en sélectionnant de manière aléatoire un sous-ensemble dans la base de données. Donc, je suppose que j'ai ma grosse base de données qui est là. Donc, et j'ai mon échantillon d'entraînement que je vais utiliser pour entraîner mon modèle. Donc, je peux dire, dans cet échantillon d'entraînement-là, à chaque fois, en fait, je sélectionne de manière aléatoire, en fait, genre 80% de la donnée, en fait, de manière répétitive, en fait, jusqu'à ce que ça atteigne la taille de la base de données d'entraînement que j'utilise pour entraîner un app. Donc, je peux faire cet échantillonnage-là à plusieurs reprises, en fait. Donc, typiquement, quand vous êtes en train d'utiliser l'algo de Random Forest ou de boosting, vous allez voir qu'il y a un nombre d'estimateurs, en fait. Donc, les weak learners, en fait, c'est typiquement le nombre de, de, de weak learners ou bien de petits estimateurs ou de petits arbres que vous voulez construire, en fait. Donc, si vous choisissez, par exemple, 100, dans le cas de Random Forest, c'est que vous auriez à faire quoi? 100 bootstrapping, en fait, où vous sélectionnez de manière aléatoire dans votre base d'entraînement, sans observation. Je dis encore, de manière aléatoire dans votre base de données, des observations, en fait, jusqu'à ce que vous construisez, par exemple, 100 arbres, en fait, pour pouvoir prendre la décision, en fait. Donc, c'est un peu la différence qu'il y a entre le bagging et le boosting, en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, 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 c'est compris. Merci beaucoup. Super, super. Donc, au niveau du multi-layer perceptron, en fait, là, typiquement, là aussi, il y a une question de bien inductif. Lorsque vous dites que votre problème est, vous pouvez résoudre votre problème avec un ajustement linéaire, bon, dans cette condition, vous pouvez juste partir sur euh, genre une seule couche, en fait, pour pouvoir faire le mapping. Mais lorsque vous vous dites, bon, c'est pas suffisant, je vais aller plus loin. Donc, pour introduire de la non-linéarité, vous pouvez aller maintenant sur du multicouche, en fait, avec des fonctions d'activation, en fait. Très bien. Donc, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Il y a des modèles qui se reposent sur les processus gaussiens. Il y en a beaucoup, en fait. Même dans la famille des algos de boosting et de bagging, il y en a une panoplie. Donc, oui, oui, tu peux poser ta question. Quand vous parlez des multi-layer et perceptron, est-ce que Ouais. ça inclut également le le DML, Double Divided Machine Learning? Mhm. Le quoi? On dit les multi-layer perceptron, est-ce que ça inclut le machine learning et WDBZ? Ah, tu veux parler de double machine learning, c'est Exactly. ça? Ok, double machine learning. Bon, typiquement, genre, quand tu prends le double machine learning, c'est typiquement utilisé quand on est en train de vouloir faire de l'inférence causale. Bon, je pense que beaucoup ne sont pas initiés à cela, en fait. Mais au cœur de cela, en fait, il y a certains types d'algos qui sont utilisés. Il y a certains qui se reposent sur les algos de tri d'arbres, en fait. Et il y a d'autres qui sont typiquement des algos de deep learning, en fait. Donc, si tu pars dans le régime de deep learning, c'est évident que tu vas stacker, en fait, plusieurs couches, en fait, pour peut-être espérer avoir une meilleure performance, en fait. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Ok, super. Merci pour ta question. Voilà. Donc, comme exemple, en fait, genre, vous avez le cas où j'ai des caractéristiques qui sont linéaires, qui sont extraites typiquement du test pour entraîner, par exemple, le modèle de deep learning. Ici, j'ai pris le cas d'un algo de deep learning. Donc, vous pouvez voir le deep neural network comme un modèle de deep learning. Parce que typiquement, au cœur du deep learning, c'est juste les réseaux de neurones, en fait.
plus vous avez de couches, plus c'est profond et plus vous êtes en train d'aller vers le deep. Donc, soit vous avez la prédiction, voilà, de prix, soit vous pouvez partir, genre, de la structure, en fait, peut-être d'une molécule, en fait, pour pouvoir prédire, en fait, genre, voilà, les caractéristiques en termes de température, vous voyez. Ou encore, genre, vous pouvez carrément aller, en fait, genre, de, en fait, partie du langage, en fait, pour faire de la classification ou encore du sentiment analysis, ou aller sur, voilà, de la classification de signaux audio ou d'images, en fait. Donc, vous n'êtes pas limité, en fait, par, genre, l'espace, en fait, de départ et d'arrivée, en fait. Juste si vous avez les étiquettes et vous avez les caractéristiques que vous allez utiliser pour entraîner votre modèle, c'est que, genre, vous pouvez toujours mettre en place un modèle de machine learning pour apprendre un certain mapping, en fait. Donc, vous pouvez aller plus loin, vous avez de l'audio vers du test, genre du test vers du test pour la génération d'images, en fait, de l'image pour de la segmentation et ainsi de suite. Donc, typiquement, vous n'avez de limitation que la donnée que vous êtes en train d'utiliser ou encore votre propre imagination, en fait. Et parfois, vous pouvez être en train de jouer avec un problème de régression et vous allez vous dire, OK, je pense que c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment bien résoudre la tâche et je vais transformer mon problème de régression en problème de classification en transformant déjà la variable qui sera utilisée en fait pour la prédiction. Donc, vous avez beaucoup de possibilités en fait et tout. Très bien. Donc, je pense que là, on vient d'achever avec le cas des algos supervisés. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou et tout. Déjà, avant que je ne passe aux algos non supervisés. J'avais une dernière question que j'ai oublié de poser lorsque tu fais les plotting. Vas-y, pose ta question. Ah, parfois, on tombe sur des données, surtout principalement lorsqu'il s'agit des données, comment on appelle, discrètes. On observe Mhm. des points de masse. Mhm. Comment gérer ces cas? On observe des points de masse. Oui. OK, OK. Donc, typiquement, il pas de régression ou classification. Disons plus dans une régression. Dans une régression, OK, super, super. Bon. Déjà, merci pour la question. Si elle est très pertinente. Elle est très pertinente. En fait, parfois, il se pourrait que la masse que tu observes là soit typiquement un outlier, en fait, ou des données qui s'écartent typiquement de la tendance ou de la distribution globale. Donc, si genre, tu entraînes, tu fais pas attention et que tu fais pas un diagnostic de ton modèle ou en fait des observations de la base de données, ton modèle risque d'être biaisé. Parce que, genre, typiquement, le mapping, il va toujours essayer de capturer en fait la tendance moyenne en fait de ta base de données en fait. Donc, s'il y a une masse quelque part en fait qui s'écarte trop en fait, là, ça pourrait conditionner en fait genre, l'ajustement global que tu auras parce que le modèle va coûte que coûte essayer de fitter en fait ces observations. Donc, parfois, généralement, on parle de, on rentre dans le cas de ce qu'on peut qualifier de robust machine learning en fait. Soit c'est que tu enlèves cette observation dans un premier temps et tu fais un diagnostic et tu regardes comment tu deals, ou peut-être tu décides de construire deux modèles en fait, un qui prend un certain ajustement et un autre qui essaie de capturer l'autre, tu vois. Ou ça, tu te dis, OK, je fais du robust machine learning où mon modèle ne sera pas trop sensible en fait à cette donnée qui s'écarte trop de la tendance. Voilà, donc je ne sais pas si là j'ai répondu à ta question. Ah oui, oui, je vois un peu. Bon, désolé, je vais encore vous prendre un peu plus de temps. Ouais. Supposons qu'on est dans le cas où ce n'est vraiment pas un outlier. Disons que Mhm. c'est qu'on observe un point de masse au niveau de zéro. C'est vrai que la description n'est pas assez Mhm. grande en termes comment on appelle, de nombre, mais au niveau du zéro, le zéro n'est pas vraiment un outlier. C'est vraiment le Mhm. minimum qu'on peut observer. Donc, il y a un point Mhm. de masse important à ce niveau. Sur les Mhm. coupes, c'est qu'on obtient une perte d'information. C'est vrai Mhm. qu'il y a comment on appelle,
des modèles de zéro inflation pour éviter cette contamination de zéro. Le souci, c'est que ces modèles sont très lourds pour des travaux légers. Mhm. Ouais. En fait, c'est justement là où le type de biais, les types de biais interviennent, en fait. Parce que parfois, genre, tu as une hypothèse, tu as une classe de données, tu ne sais pas quoi utiliser là-dessus, typiquement. Tu testes, en fait, tout ce que tu as comme modèle et tu regardes, en fait, ce qui s'approche le mieux pour résoudre, ce qui s'approche le mieux, en fait, du problème que tu es en train de résoudre et qui est suffisamment flexible pour ne pas tomber dans du sous-ajustement, en fait, ou du surajustement, en fait. Tu vois. Donc, typiquement, il y a pas une question euh, toute faite, en fait. Ou soit c'est que la masse que tu as au niveau du zéro, là, ça suit un certain comportement, en fait. Et donc, le comportement, si, en fait, en termes de modélisation, en fait, tu peux approcher, en fait, la tendance, c'est que tu peux, en fait, ajouter, en fait, de la connaissance humaine dans la phase de modélisation, en fait. De telle sorte que quand le modèle, en fait, observe rencontre en fait certaines caractéristiques là. Typiquement, toi, tu ajoutes de la connaissance en fait. C'est comme si tu développes un modèle qui est augmenté en fait de la connaissance du problème que tu es en train d'avoir. Si tu as identifié la masse, c'est parce que tu comprends le problème que tu es en train de gérer. Mais si ton modèle n'est pas suffisamment robuste pour pouvoir capturer en fait cette tendance-là, ça veut dire que tu dois maintenant analyser toi-même les caractéristiques et voir, OK, est-ce qu'il y a une manière de pouvoir incorporer, en fait, de manière agnostique, en fait, cette connaissance que j'ai, en fait, là, en fait, du comportement de la fonction à ce niveau, en fait. Ok, je vois, je vois. Merci beaucoup. Donc, OK, là, merci pour tes questions. Donc là, on va aboutir aux algos non supervisés. Donc, dans le cas des algorithmes non supervisés, là, typiquement, vous voulez faire de la découverte de connaissances sur la base de la donnée, en fait. Et en fait, on veut modéliser juste la distribution jointe, en fait, des, des variables, en fait. Donc là, on peut distinguer plusieurs types de données. Donc, vous avez les algorithmes de clustering qui vous permettent, en fait, de faire quoi? De partitionner les observations, en fait, en quatre groupes pertinents, en fait. Donc, suivant des critères de pertinence qui sont relatifs à un objectif donné. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça peut être de la segmentation ou, voilà, où vous voulez faire une caractérisation de sous-groupe. Donc, vous allez faire du clustering pour identifier les groupes qui se forment après les caractériser avec des méthodes plus avancées ou en analysant beaucoup plus minutieusement, en fait, les observations de ces derniers-là. Donc, vous avez également les méthodes de réduction de dimensions, où en fait, là, il s'agit juste voilà, de faire quoi? De trouver la représentation des données originelles dans un nouvel espace de plus petite dimension, en fait. Donc, c'est comme si vous voulez compresser, en fait, votre donnée, ou vous quittez, en fait, d'un espace, en fait, peut-être à avec n dimensions, en fait, vous plongez en fait les données dans un espace à 4 dimensions avec A inférieur ou largement inférieur ou significativement inférieur à l'espace de départ, en fait. Donc, généralement, c'est utilisé pour faire de la visualisation de données, de la compression de données ou encore améliorer les performances de modèles supervisés, en fait. Parce que, typiquement, généralement, quand vous n'avez pas une grosse base de données et que l'espace des caractéristiques est très grand en fait, vous pouvez typiquement être sujet en fait à ce qu'on qualifie de curve of dimensionality en fait. Donc dans ces conditions, ce qui peut se faire, c'est que vous allez soit faire de la feature selection pour pour pouvoir réduire les paramètres qui seront pris en compte dans votre modèle ou faites de l'extraction de nouvelles caractéristiques, en fait, à travers de la réduction des dimensions, en fait, que vous utilisez pour construire votre modèle. En dehors de cela, vous avez aussi le cadre de la détection d'anomalies, en fait, où vous allez sur votre donnée et de manière naïve ou aveugle, en fait, sans avoir une connaissance, en fait, vous excluez, en fait,
l'algo identifie en fait des observations qui s'écartent vraiment de la tendance moyenne ou globale en fait et qui sont très isolées en fait. Et donc, vous les écartez et sur la base de ces observations qui sont peut-être pas des anomalies, vous pouvez construire de nouveaux modèles. Ou soit votre tâche, c'est vraiment de faire de la détection d'anomalies en fait. Donc, vous avez aussi, dans le cas des algorithmes supervisés, en fait, la dernière classe qui est celle des modèles génératifs, en fait, où là, vous apprenez toujours la distribution sous-jacente, en fait, des observations que vous avez et ce qui vous permet, en fait, de générer de nouvelles que vous pouvez utiliser après pour faire soit de l'augmentation de données pour entraîner des algos supervisés, ou soit vraiment faire de l'IA générative et créative, en fait, vous générez des images, en fait, et tout ça. Donc, typiquement, quand on vient au niveau du classement, ok. Donc, quand vous venez au niveau du classement, en fait, il y a typiquement quatre grandes familles, en fait, quand vous êtes en machine learning, en fait. Il y a la première, en fait, celle qu'on qualifie de centroid method au classement, où vous initialisez votre algorithme avec des centroïdes, en fait, et après vous découvrez, en fait, euh, les, les groupes, en fait, que ça vous permet de former suite à plusieurs itérations, en fait, jusqu'à ce que le modèle converge. Donc, c'est typiquement le cas de l'algorithme de Camille qui est utilisé. Donc, vous aurez déjà remarqué que une des contraintes, c'est que vous allez forcément définir, en fait, le nombre de sous-groupes que vous voulez former à l'avance. Donc, ça suppose que soit vous avez une connaissance très poussée, en fait, de la base que vous êtes en train de traiter ou du problème que vous êtes en train de gérer, ou soit vous allez, en fait, maintenant, et vous essayez de découvrir de manière, euh, voilà, vous êtes généralement superviser en fait le nombre de groupes idéal en fait en optimisant en fait les métriques en fait. Peut-être il s'agira en fait de la métrique en fait des silhouettes qui vous permet de maximiser en fait genre la variance genre interclasse et de minimiser la variance intraclasse. Donc il y a ces métriques qui vous permettent de voir en fait après ce qui vous permet d'avoir le nombre de clusters où vous avez les bonnes performances, en fait, où vous avez des clusters plus stables aussi. Donc, vous avez aussi les méthodes de clustering basées sur de la densité, en fait, où ça, juste, le modèle essaye d'identifier, en fait, de manière non supervisée, les régions où les données sont contiguës, en fait, pour pouvoir former les groupes, en fait. Donc, ça, c'est moins sensible aux outliers, en fait. Par contre, l'algorithme de K-means, par contre, il est très sensible aux atlas parce que genre, les centroïdes des classes sont mises à jour en fonction de l'ensemble des classes qui sont affectées des observations qui sont affectées à une classe donnée. Donc, c'est vraiment sensible aux outliers. Par contre, l'algo de densité qui se base sur les densités, elle, non. Juste, elle peut aussi vous permettre de déterminer, en fait, le nombre de classes optimales sans que vous ne, n'imposez, en fait, un certain nombre de classes en fait, en termes de cluster. Donc, vous avez aussi les algos qui s'opposent sur les distributions, en fait. Et là, à ce niveau, typiquement, c'est qu'on peut supposer, en fait, que les groupes sont régis par certaines lois, en fait, certaines familles. Et donc, genre, tous les ensembles qui respectent une certaine condition permettent, en fait, d'apprendre une certaine densité et qui vous permet d'avoir des sous-groupes avec différents paramètres, en fait. Donc, là, typiquement, c'est comme si vous voulez essayer de faire quoi? De maximiser la distance entre voilà, les paramètres des différentes distributions que vous voulez imposer sur les différents sous-groupes. Et la dernière famille, c'est typiquement les algos de clustering hiérarchique, en fait, où typiquement là, sans pas définition, si vous observez en fait, genre, les espèces en fait dans la nature sont regroupées de manière hiérarchique en fait. Vous allez peut-être voir les catégories d'oiseaux, vous allez voir les catégories de chiens, peut-être il y a un groupe de chiens. Vous allez aussi voir les catégories. Et parfois il y a une hiérarchie entre les espèces et tout. Ou soit si vous regardez la généalogie en fait de l'évolution de l'espèce humaine en fait, vous verrez que généralement il y a une certaine
généalogie, un arbre qui se crée en fait à chaque instant. Donc, typiquement, dans le cas du clustering hiérarchique, c'est un peu cela. Soit vous décidez de partir du, 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 du top-down ou encore où vous allez dans le sens inverse, en fait. Donc, où vous regroupez les individus qui sont les plus similaires, en fait, de manière progressive, un à un, deux à deux, jusqu'à ce que vous aboutissez, en fait, à le regroupement global, où vous quittez, en fait, euh, le niveau supérieur et vous aboutissez, en fait, à la ramification qui se trouve en bas. Voilà. Donc, si on s'intéresse maintenant aux méthodes de réduction des dimensions, vous allez avoir, voilà, l'ACP ou encore ce qu'on peut qualifier de linear discriminant analysis. Donc, l'ACP, typiquement, lui, vous permet de faire de la projection de votre donnée dans un nouvel espace de faible dimension, en fait, mais où la donnée est mieux représentée, voilà, vous essayez de garder le maximum d'informations tout en maximisant l'inertie de la donnée, en fait, ou encore la variance, tout ça. Donc, avec la CPU, vous allez finalement aboutir à des facteurs, à des principaux qui sont en fait, ou à des facteurs, en fait, des composantes principales, voilà, qui, en fait, sont juste quoi, de la combinaison linéaire, en fait, des caractéristiques de l'espace de départ que vous avez. Soit vous pouvez encore aller vers ce qu'on qualifie de kernel PCA, en fait, dans le cadre où, genre, juste une combinaison linéaire, genre, c'est pas suffisant, ça ne décrit pas vraiment bien les corrélations, en fait, la tendance qui régit la donnée, en fait. La donnée peut typiquement suivre une tendance non linéaire, en fait. Donc, quand vous allez faire de la réduction des dimensions juste avec de la CPU, vous n'allez pas pouvoir capturer le maximum d'informations. Donc, parfois, ça va vous obliger à aller vers du kernel PCA, où cela arrive à prendre en compte les associations non linéaires, en fait. Donc, vous avez le LDA typiquement, où, genre, à ce niveau-ci, la variable, en fait, vous avez également l'étiquette, en fait, de la donnée. Donc, et genre, le changement de base, en fait, genre, la projection de la donnée, en fait, de l'espace de la grande dimension à la petite dimension, en fait, est un temps soit peu conditionné, en fait, à votre étiquette. Donc, ce qui vous permet d'avoir un sous-espace où les données, en fait, sont généralement beaucoup plus, sont facilement différenciables, en fait. Voilà. Donc, en dehors de ça, vous avez aussi les, les méthodes de réduction des dimensions qui sont généralement utilisées pour faire de la visualisation de données, euh, que ce soit dans le domaine de la biologie et tout. Quand vous avez la donnée en très grande dimension, vous pouvez les utiliser pour avoir une bonne visualisation. Donc, au contraire, contrairement à la CPA, la LDA, en fait, la méthode de TCNE et du MAP, en fait, vous permettre de prendre en compte les interactions non linéaires, en fait, qui sous-tendent votre donnée, en fait. Donc, c'est généralement très utilisé quand vous voulez faire de la visualisation de données en faible dimension. Donc, en dehors de tout ça, maintenant, vous avez aussi les algos qui se reposent sur le deep learning, en fait, qui vous permettent de faire de la réduction des dimensions, en fait. Et là, typiquement, vous avez des architectures qui se reposent sur des formats encodeur-décodeur. Vous avez la première partie qui compresse en fait la représentation de vos données en fait en dessous d'espace de faible dimension, notamment à travers voilà, les trois neurones que vous avez qui reprennent l'embedding. En fait, vous avez la phase décodée qui vous permet de reconstruire en fait, genre, les données originales. En fait. Donc, ce qui vous intéresse juste, c'est en fait de minimiser l'erreur de reconstruction, genre, tout en apprenant en fait une représentation compressée qui résume en fait le plus d'informations. Donc, ça peut vous permettre d'avoir une représentation en fait dimension qui est aussi très pertinente, qui capture également la non-linéarité en fait. Du fait que genre, dans la création de votre couche d'encodeur et de décodeur, en fait, vous allez inclure les fonctions d'activation pour pouvoir prendre en compte la non-linéarité. Donc, c'est généralement ça pour les méthodes de réduction des dimensions.
Maintenant, quand on vient aux méthodes de détection d'anomalies, parfois, genre, quand vous êtes en train de vouloir faire de la modélisation supervisée, vous devez peut-être parfois recourir à de la suppression en fait, de données d'anomalies ou outliers pour avoir un modèle qui sera peut-être plus robuste et moins sensible à ces observations. Donc, vous pouvez peut-être décider d'aller vers de l'univarié où vous avez une seule variable, où vous traitez en fait vos caractéristiques de manière individuelle, ou vous pouvez peut-être utiliser votre Z-core, en fait, où vous normalisez la donnée, vous regardez en fait tout ce qui est à trois écarts-types en fait de la moyenne, en fait du centre et tout, ou encore l'écart interquartile qui est utilisé en fait lorsque vous êtes dans le scénario, enfin, lorsque vous êtes en train de, par exemple, euh, d'utiliser en fait une boîte à montage. En fait, il y a des outliers en fait qui sont à genre une certaine distance en fait de l'écart interquartile. Généralement, c'est un point, euh, si je ne me trompe pas, c'est la formule. Généralement, voilà, c'est donc c'est vos, c'est généralement soit c'est Q1 moins quoi, moins 1,5 l'écart interquartile pour la partie inférieure et le Q3 plus 1 plus 5 et 1,5 l'écart interquartile en fait. Donc les observations qui sont au-delà de cette région-là sont considérées comme des outliers ou des anomalies en fait. Donc vous avez la version ajustée en fait ou qu'on qualifie de modifiée. Donc, dans le cadre multivariant, en fait, où vous avez plusieurs caractéristiques que vous voulez directement prendre en compte pour faire la détection d'outliers, vous avez les agos, vous avez ce qu'on qualifie de forêt d'isolement, en fait, vont construire de manière itérative des arbres, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait certaines observations qui, en fait, soient totalement isolées, en fait, et qu'on considère comme des outliers. Vous avez encore les facteurs d'aberration locale, c'est aussi une technique qui est utilisée. Vous avez encore les techniques de regroupement, en fait, que vous pouvez utiliser. Typiquement, si vous utilisez les méthodes de clustering qui se basent sur les densités, ça peut aussi vous permettre d'identifier ces anomalies, en fait, que vous allez laisser de côté. Vous avez encore la détection de valeurs aberrantes basées sur les angles, c'est aussi une stratégie. Et donc, une librairie Python qui implémente généralement l'ensemble de ces méthodes-là, c'est Python Outlier Detection, en fait. Donc, c'est une librairie que vous pouvez utiliser si vous voulez faire de la détection d'anomalies. Très bien. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'aspect où on fait de la génération, en fait, des modèles génératifs. Là aussi, il y a certains types de modèles en fait qui sont impliqués maintenant lorsque vous êtes en train de vouloir faire de la génération d'images. Donc, typiquement, vous avez également là maintenant une représentation qu'on va essayer de la donner. Vous apprenez en fait la distribution qui sous-tend la donnée en utilisant une approche variationnelle en fait. Donc, vous apprenez les paramètres qui dirigent cette donnée en fait. Donc, typiquement, genre, dans le cas des vieilles, en fait, c'est que généralement, on suppose que la distribution de la donnée, en fait, genre, se rapproche d'une normale, en fait, parce qu'on peut notamment pousser l'ensemble de la distribution vers cette distribution-là. Donc, une fois compris en fait, genre, vous avez aussi la phase décodeur où vous calculez l'erreur de reconstruction jusqu'à ce que vous ayez une erreur minimale, en fait, qui vous indique que, voilà, vous avez identifié les meilleurs paramètres, en fait, qui sous-tendent, en fait, votre donnée. Donc là, maintenant, durant la phase de génération, vous pouvez juste, normalement, maintenant, faire quoi? Échantillonner une distribution qui suit une loi normale centrée réduite. Et après, vous allez appliquer, en fait, la transformation pour pouvoir convertir, en fait, cette observation que vous avez générée suivant maintenant la loi, mais la distribution qui a été apprise à partir de l'échantillon d'entraînement. Donc, et vous la passez maintenant dans votre décodeur pour pouvoir générer de nouvelles images, en fait. Donc, vous avez aussi les modèles, les algos qui se reposent sur les graines, en fait. Au là, genre, il y a une partie générateur et discriminateur, et ça se repose sur
la théorie des jeux, en fait, pour pouvoir faire l'optimisation, vous avez une fonction courbe qui permet d'optimiser le discriminateur et une autre fonction qui permet d'optimiser le générateur, en fait. Donc, durant le processus d'apprentissage, en fait, il y a en fait le générateur qui prend l'input du bruit, en fait, qui est généré pour générer de nouvelles images, en fait, ce qui est vrai et ce qui est faux, en fait. Donc, le modèle, le réseau est entraîné jusqu'à ce que le discriminateur ne soit pas en mesure de distinguer, en fait, entre la vraie image, en fait, et l'image qui est générée, en fait. Et à ce moment-là, on dit, OK, là, le modèle, il est bien entraîné, donc on peut commencer par l'utiliser pour faire de la génération. Et durant la phase de génération, ce qui se fait en fin de compte, c'est quoi? Vous générez à nouveau du bruit, en fait, que vous passez à votre générateur, qui vous génère maintenant de nouvelles images, en fait. Donc, vous avez récemment les modèles de diffusion qui sont introduits, en fait, où, en fait, genre, c'est régi par tout ce qu'on peut qualifier d'équations, en fait, comment on appelle ça maintenant? Les SDI, en fait, les Stochastic Differential Equations, en fait, où genre, on a typiquement, dans un premier temps, en fait, on essaye d'ajouter du bruit de manière itérative, en fait, à la donnée qu'on a du départ. Ça peut ne pas être de l'image, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte et tout. Donc, vous broutez jusqu'à ce que vous faites quoi? Vous déconstruisez, en fait, l'image, en fait, et que vous aboutissez, en fait, vers du bruit, en fait. Ça, c'est l'étape forward. Et après, après maintenant, en fait, quoi, vous essayez maintenant d'apprendre, en fait, le reversing, en fait. Comment vous partez maintenant, en fait, quoi, du bruit à la génération de l'image, en fait. Parce que vous savez déjà comment vous pouvez chantonner, en fait, ce bruit-là. Donc, on apprend, comment on quitte l'image du départ pour aller vers le bruit en ajoutant du bruit de manière itérative. Et dans l'espace, dans la seconde phase, en fait, maintenant, on fait quoi? On apprend à denoising. On apprend à enlever le bruit de manière itérative et ça nous permet d'aboutir à une trajectoire, en fait, qui nous permet de générer des images très vraisemblables, en fait, aux vraies images, en fait, et qui sont également parfois innovantes. Donc, typiquement, ce sont les algos qui sont principalement utilisés quand vous êtes en train de vouloir faire de la génération, en fait. Et c'est aussi, en fait, une famille de méthodes d'apprentissage non supervisées. OK. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions avant que je n'aille rapidement sur la dernière étape. Oui, c'est une petite... Vous me recevez? Ma préoccupation, en fait, concerne le processus précédent que vous avez mentionné, là où Tu peux vous ajoutez des itérations et puis le modèle, quant à lui, essaie de tirer ses bruits par itération afin d'obtenir quelque chose de plus accurate. On est sujet à des données qui ne sont que, disons, en termes économétriques, que des bruits, au fait. C'est qu'ils n'ont aucune tendance, rien. C'est de l'erreur totale, quoi. Toutes ces données, c'est rien que de l'erreur, que du bruit. Est-ce que, est-ce que ces formes de méthodes d'apprentissage permettent à ces modèles d'identifier que oui, ce que j'ai ici, ce n'est que du bruit? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que ici, tu es dans le cadre de modèles génératifs. Tu comprends? Donc, ça veut dire que tu as une donnée de départ et tu veux générer de nouvelles données qui sont similaires, en fait, à cette donnée-là. Donc, c'est pas comme si tu es en train d'entraîner un modèle où tu dis, OK, j'ai ma donnée, elle est brutée, mais par contre, je veux effectuer une tâche, en fait, de modélisation avec, ou je veux faire de la prédiction. Parce que typiquement, en économétrie, ça, tu vas vouloir modéliser une certaine variable dépendante. Tes caractéristiques, tes variables peuvent être brutées ou pas, mais tu veux modéliser une variable dépendante. Tu me suis? Oui, je vous suis.
Mais par contre, si tu n'as pas de variable dépendante, ce qui t'intéresse plus, c'est comment tu fais pour pouvoir générer de nouvelles données qui sont similaires en fait à la donnée que tu as de base en fait. Tu vois? Donc, c'est comme si, je suppose que tu as peut-être une base de données je suppose, quel exemple je peux prendre dans le domaine de l'économétrie? Dans le domaine de l'économétrie, directement. Une base quelconque. Bon, supposons, supposons juste que genre, tu as une base de données en fait des individus, tu veux modéliser quoi par exemple? Euh, je prends l'exemple, peut-être la réussite scolaire des individus en fait. Et tu as beaucoup de caractéristiques et c'est là. Mais peut-être tu te rends compte que genre, tu n'as pas encore suffisamment de données, tu vois, pour pouvoir mieux modéliser en fait, genre, ce que tu es en train de vouloir modéliser en fait. Genre, une chose que tu pourrais faire, c'est dire, ok, moi, je vais faire quoi? Je vais générer, en fait, je vais augmenter en fait la donnée en fait. Tu vois. Généralement, en statistique, on n'en parle pas, on n'en parle pas trop. Mais en fait, tu peux dire, ok, je veux générer de nouvelles données qui suivent vraiment la distribution de ma donnée de base, en fait. Pour voir, maintenant, ça peut avoir un algorithme qui puisse mieux performer, en fait. Et qui puisse avoir voilà, de bonnes performances. Donc, dans ces conditions, tu vas dire, ok, dans quel setting je veux rester, en fait, pour pouvoir faire cette génération de données, pour pouvoir augmenter mon échantillon. Donc, tu vas dire, soit je vais faire du VIA, soit je vais faire du GAN, ou soit je vais faire de la diffusion. Tu vois? Donc, tu choisis ce que tu veux. Mais le seul sens dans lequel ça te sera directement utile, ce sera lorsque tu veux soit faire de la génération, ou lorsque tu veux faire de la translation, en fait, tu veux partir d'un domaine à un autre, en fait, typiquement. Tu peux aussi te reposer sur ce qu'on qualifie en ce temps de conditional GANs, en fait, où tu peux générer quelque chose qui est spécifique à un truc précis, en fait. Genre, au lieu de dire, j'apprends la distribution globale et quand j'échantillonne de manière aléatoire, en fait, je peux, en fin de compte, générer cette observation. Mais tu ne pourras pas dire, hein, je vais identifier que ma donnée est bruitée de base, parce que ça ne nous intéresse pas ici que ta donnée soit bruitée ou pas. Ce qui nous intéresse dans le cadre de l'algorithme supervisé, on fait de la génération, en fait, c'est juste comment on génère de nouvelles données qui sont, euh, qui sont bonnes, en fait, tu vois, et qui suivent, en fait, la distribution de la donnée qu'on avait. C'est juste la question à laquelle ces algorithmes répondent généralement. Ok, je vois, je vois. C'est bon? C'est bon, merci. OK. OK. Donc, la dernière famille, ce sont les algos d'apprentissage par renforcement, en fait. Et dans ce cadre-ci, genre, vous avez c'est une branche de l'apprentissage automatique dans laquelle, genre, vous avez un agent qui apprend à prendre des décisions, en fait, en interagissant avec un environnement pour maximiser une récompense cumulative, en fait. Donc, ça peut être genre la policy que vous êtes en train de vouloir optimiser ou genre la valeur en fait que vous utilisez pour optimiser. Donc, il apprend par essai, genre, sans ce qui soit derrière lui. Genre, lui-même, il essaye de voir jusqu'à ce qu'il converge en fait à un état. Oui, jusque bon, voilà, là, j'ai abouti peut-être à un résultat. Encore, c'est un peu comme lorsque vous avez peut-être un chien en fait et vous voulez apprendre à faire une tâche donnée en fait. Typiquement, quand vous allez parler, le chien ne va pas comprendre. Mais vous pouvez dire, OK, bon, je sais que le chien, il adore les croques ou bien la viande, mais si. Donc, vous pouvez conditionner en fait son comportement en fait en fonction de ce que vous allez lui donner en fait comme récompense en fait. Donc, lorsqu'il fait l'action qui vous intéresse, vous lui donnez une récompense. Lorsqu'il ne fait pas l'action en fait, vous ne lui donnez rien en fait, peut-être vous la pénalisez peut-être, tu vois. Donc, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils puissent associer en fait, genre, une certaine action en fait, genre, à une certaine récompense, c'est la bonne trajectoire, c'est le bon comportement à faire en fait pour pouvoir répondre à la tâche que j'ai. Donc, le principe général, c'est que vous avez un agent qui choisit une action. Vous avez l'environnement là qui retourne au nouvel état
et une récompense, en fait. Donc, en fonction de chaque action, en fait, que l'individu prend, il y a l'état de l'environnement qui va changer. Et si l'action est positive, il y aura une récompense. Si elle est négative, il y aura une pénalisation. Voilà. Donc, après, vous avez l'agent maintenant qui ajuste sa stratégie en fonction du retour qu'il a obtenu. Donc, si jamais l'individu a mené une action qui a amené une pénalisation, peut-être que la prochaine pénalisation, c'est qu'elle va mener cette action, qui va amener, en espérant que ça puisse aboutir à une récompense. Donc, genre, quand vous prenez les algos d'apprentissage par renforcement, vous en avez accès. Il y a typiquement ceux qui se reposent sur les algos de comment on appelle ça maintenant, programmation dynamique, où typiquement vous déconstruisez le problème en sous-étapes, en fait, et genre, et vous la résolvez de manière dynamique, en fait, à travers un agent. Vous avez une autre famille, en fait, la plus utilisée généralement, en fait, on parle de processus de décision de Markov, en fait, ou Markovian Decision Process. Donc, vous avez un agent qui représente le système de décision. Ça peut être un robot, un logiciel ou un algorithme, un modèle de deep learning que vous entraînez, ce que vous voulez. Vous avez l'environnement qui représente le monde dans lequel l'agent évolue. Vous avez un état, en fait, un état qui représente ce qui est juste la représentation actuelle de l'environnement. Vous avez une action qui représente les choix possibles que peut effectuer l'agent, en fait. La récompense qui est le signal qui indique la qualité d'une action, en fait. La politique, qui est une stratégie, en fait, qui fait quoi? Qui permet de faire un mapping entre les états et les actions et tout. Et vous avez après une fonction de valeur qui vous permet d'évaluer la qualité d'un état, en fait, ou d'une action selon la récompense attendue. Très bien. Donc, typiquement, quand vous prenez un problème où vous utilisez un processus de décision markovien, en fait, c'est défini par ce couple-là. S, un ensemble d'états, A, un ensemble d'actions. Et en fait, genre, la probabilité de transition, conditionnée à l'action que l'individu a à faire, en fait. Comment on passe d'un état à un autre en fonction de l'action qui est prise par l'individu. Donc, vous avez la fonction, la récompense qui est associée, en fait, à l'état, en fait, tu vois, et l'action que l'individu a prise, en fait. Et après, vous avez le facteur de réduction temporelle. Donc, quand vous entrez dans la famille des algos d'apprentissage par renforcement, typiquement, il y a les méthodes basées sur la valeur, en fait. Vous apprenez une fonction de valeur pour guider l'action. Donc, vous allez voir les algos de Q-Learning ou de type Q-Network. Vous avez aussi les méthodes qui se basent sur voilà, les policies qui sont utilisées pour vous optimiser directement euh, la policy, en fait, à travers les méthodes de gradient policy. Donc, vous avez policy, gradient, PPO, postmal, process optimization, qui est typiquement utilisé, par exemple, dans la dernière partie, en fait, de l'entraînement des modèles de langage pour pouvoir identifier les meilleures réponses à donner, en fait, quand vous leur posez une certaine question, en fait. Donc, parfois, il y a ça qui est utilisé. Il y a encore le RLHF, donc, c'est d'autres algos. Vous avez aussi les méthodes acteurs critiques, en fait, où là, vous combinez les deux premières méthodes, en fait. Genre, donc, vous combinez les politiques et les valeurs, en fait, pour plus de stabilité, en fait. Donc là, vous avez aussi la version acteur critique de l'algo de PPO. Vous avez le HAT aussi. Vous avez aussi maintenant les modèles qui sont basés sur euh, un modèle, en fait. Donc là, c'est que l'agent, c'est un modèle de deep learning que vous utilisez qui apprend maintenant à faire quoi? Qui apprend typiquement un modèle interne de l'environnement pour planifier. Donc là, vous verrez en fait les algos qui font du planning ou encore le DINAP. Ok, je pense que typiquement c'est ça. Donc là, je pense qu'on est à la... Là, j'ai fini le contenu que j'avais préparé pour cette séance et tout. Donc globalement, c'est ça. Aujourd'hui, il a été question d'aborder les genre typiquement
le template en fait qui est suivi lorsque vous voulez construire un modèle de machine learning. Et on a aussi essayé de voir un peu en plus en profondeur les différentes méthodes d'apprentissage, les familles d'algorithmes qu'elles prennent en compte et les différentes alternatives que vous pouvez avoir en fait en fonction de. Durant la prochaine séance, il sera principalement question étant de parler en fait de d'aller beaucoup plus vers la révolution en fait dans le domaine de la vision, du langage, les modèles de fondation et aussi après parler des enjeux en fait éthiques, limites et des biais en fait au niveau des modèles. Donc, on va aller au cœur de tout ce qui est algo de computer vision en deep learning ou encore algo de traitement de langage naturel. Voilà. Et aussi les modèles de fondation, en fait, parce que c'est ça qui est à la base des révolutions actuelles que vous êtes en train d'observer, que ce soit avec les LLM, les modèles de langage, ou encore d'autres travaux très poussés qui sont faits, en fait, dans le domaine euh, de la modélisation du climat, de la santé, et j'en passe. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions et tout. Vous recevez? Oui, oui, on te reçoit. Voilà. Donc là, je vais atteindre ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions et tout. Parce que là, on a vu beaucoup. Bon, je sais que le contrôle il a été fait très vite. On a abordé beaucoup de notions. Ça va demander du temps pour digérer, en fait, et beaucoup de lectures complémentaires, en fait. Mais j'essaie de vous donner vraiment le maximum que vous pouvez avoir, en fait, à, à chaque dimension et tout. Donc, si quelqu'un a des questions ou s'il a des attentes particulières, par exemple, vous pouvez aussi le mentionner. Donc, par exemple, ça me permet d'affiner en fait le contenu de la présentation de la séance prochaine et tout. Si vous avez des attentes particulières et tout. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, déjà, je vous remercie pour votre présence et tout. J'espère que vous avez apprécié le contenu du cours et qu'il est allé en fait au-delà de vos attentes ou des connaissances que vous avez au préalable en fait avant d'entrer dans ce cours. Donc, passez une agréable soirée et à la semaine prochaine.